On va vous faire un retour. On a traîné dans un certain nombre d'ateliers. Forcément, c'est pas exhaustif parce qu'on n'a pas été dans tous les ateliers, forcément. Et puis, en fait, on a retenu des choses par rapport à ce qui pouvait faire écho à la présentation qu'on vous avait faite au départ. Voilà. Donc, ça englobe pas tout. Hein. Voilà. Tu vas ? Allez, c'est parti. Super court. Bon, je voulais vous dire, moi, à titre personnel, que j'étais vraiment très très heureux d'avoir participé à ces journées. J'ai beaucoup appris. Je suis complètement novice par rapport aux questions qui sont les vôtres, mais j'aime bien écouter et observer. Alors, comment on fonctionne un petit peu dans cette restitution ? C'est pas du tout normatif. Hein. Le but, c'est vraiment d'essayer d'opérer un travail réflexif sur ce qu'on a entendu. C'est absolument pas exhaustif, évidemment. Alors, il y a peut-être des personnes qui vont pas forcément se retrouver dans ce qu'on va dire. Alors, comment on intègre un nouveau mot, enfin un mot qu'on n'avait pas utilisé, notamment le premier jour pour nos présentations, c'est le mot de trouble. Alors pourquoi parler de trouble ? Souvent le trouble dans l'usage qu'on fait ordinaire, c'est pas forcément quelque chose de bien, hein, quelqu'un qui est troublé, mais on peut être troublé positivement. C'est bien parfois d'être troublé. Troublé, c'est aussi faire attention à des choses qu'on n'avait pas vues. Ça peut ouvrir en fait notre capacité d'attention. Je suis toujours enrhumé, ça me trouble aussi. Et le trouble, c'est intéressant parce que c'est vecteur en fait d'observation, de signaux faibles, de choses qui sont importantes. Et nous, on va essayer de repérer sur la colonne de gauche les éléments troublants, potentiellement intéressants, et sur la partie de droite, la manière d'y répondre. Et ces réponses, elles sont déjà en travail. On a observé aussi des éléments de réponse par rapport à ça. Et peut-être aussi, vous avez les petits points de friction. Donc voilà, on s'est un petit peu organisé de cette manière-là. Et ce que je veux dire aussi, c'est que trouble, réponse ou répondre, c'est pas problème-solution. C'est bien parfois d'avoir des solutions à des problèmes, mais nous, là, on n'est pas dans cette optique-là. Et c'est le principe de l'enquête aussi. Patrice y reviendra. Alors, moi, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on a entendu sur le premier point, le projet ou les projets et l'innovation. Ce qui peut être troublant, on en avait un petit peu parlé, je crois, c'est un peu des éléments de langage qu'on utilise, mais auxquels on n'accorde pas forcément une signification précise. C'est-à-dire que c'est des mots qui se sont tellement généralisés finalement dans l'usage ordinaire des organisations. D'ailleurs, c'est très organisation centré. Hein, c'est vraiment, ça vient de l'organisation, ça vient du management. Hein. Je rappelle juste que moi, j'enseigne dans une école de management et que je m'intéresse d'ailleurs de très près à l'anthropocène et au lien entre organisation et anthropocène, je pose ça là. Et du coup, je l'ai entendu aussi ce matin, finalement, c'est quoi le livrable ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Est-ce que c'est le PowerPoint du copil ? Voilà. On entend finalement des mots qui sont exactement les mêmes mots que vous allez entendre dans d'autres organisations qui sont des entreprises, etc. Est-ce que ça qualifie totalement ce que vous faites, ou ce sur quoi vous travaillez, ou l'expérimentation que vous êtes en train de réaliser ? Copil, équipe projet. Est-ce qu'une équipe projet, c'est une communauté, par exemple ? Pas forcément. Porteur de projet, ça c'est beaucoup revenu, je trouve, dans les ateliers. Le porteur, quelqu'un qui porte quelque chose, une charge, emporter quelque chose, c'est quand même, c'est pas forcément incarné. C'est porter, ça a un poids en fait particulier. Gérer des budgets, du financement, le délai coût-qualité, un sentiment de solitude du porteur ou de la porteuse de projet, des enjeux de coordination, de collaboration. C'est revenu aussi beaucoup dans les ateliers, la distinction entre collaborer, coopérer. Je crois que c'est en lien avec des interventions précédentes. Objectif, timing, le stress, hein, qui peut être lié aussi à l'isolement du porteur ou de la porteuse de projet. L'arène instituée, c'est-à-dire le fait qu'il y a déjà un petit groupe de parties prenantes qui est toujours le même et que finalement on n'arrive pas forcément à élargir les parties prenantes, les personnes qui vont se sentir concernées par cette expérimentation, qui peuvent venir par exemple du territoire. La contingence, la précarité du projet,
C'est-à-dire, et ça a été évoqué là, juste avant nous, c'est-à-dire, qu'advient-il? C'est quoi l'après-projet? Que devient notre projet finalement? Est-ce que le fait de penser en termes de projet lui donne pas tout de suite une fin? Un projet, c'est un des grands fondamentaux de l'enseignement. J'ai enseigné pendant longtemps le management de projet. Ce qu'on dit toujours, c'est un projet, c'est un début, un milieu et une fin. Mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose d'autre qui a été dit, sur lequel va revenir Patrice. On a entendu autre chose. Comment résister à cette contingence, à cette finitude un peu du projet? Innovation. Alors, je pense que, je ne l'ai pas entendu qu'une fois, mais je ne suis pas à l'aise avec le mot innovation, ça c'est un trouble. Ce n'est pas forcément grave de ne pas être à l'aise avec le mot innovation. On parle beaucoup de construction du sens. Est-ce que c'est un mot qui fait sens? Pas forcément. Est-ce que c'est grave que ça ne fasse pas sens? Pas forcément. Et l'innovation, parfois perçue comme un facteur bloquant, donc ce n'est pas quelque chose d'hyper libérateur, mais quelque chose qui va nous confronter à un tas d'impasses, des impasses techniques. On parle aussi, ça a été évoqué, vous allez retrouver un peu vos verbatims, l'innovation paillette, je ne sais plus qui avait dit ça, mais lors d'un atelier. C'est-à-dire cette innovation un petit peu... Alors, nous, on est très très doués dans les écoles de commerce pour faire de l'innovation paillette. C'est-à-dire qu'on fait... alors moi, je ne fais plus ça, mais c'est vrai qu'il y a cette dimension cosmétique, on va dire, des mots, des images qu'on utilise, du message qu'on veut donner, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, c'est fantastique, on est sur la bonne voie. C'est un petit peu ça, ce message, etc. Du coup, quelle épreuve de réalité aussi derrière? Qu'est-ce qu'on fait vraiment? La dimension marketing et finalement une innovation dans une logique d'attractivité, exactement comme on pourrait trouver dans une organisation, être attractif, être productif. Voilà, je m'arrête là et je laisse la parole à Patrice. Donc vous comprendrez bien de ce que vient de présenter Emmanuel. Autour du projet de l'innovation, on sent, nous, un certain nombre d'éléments du trouble. Et en fait, le trouble, c'est le début de l'enquête. Et donc, le trouble ne génère pas une solution, mais génère une dynamique. Comment je réponds face à ce trouble? Comment je réponds face à la question autour du projet? Qu'est-ce qui me trouble autour de l'innovation? Donc, si on reprend un peu les éléments qu'on a essayé de capter, alors ça ne veut pas dire que là c'est exhaustif, mais il y a vraiment quelque chose autour de la notion du collectif, et je crois que Benoît, tu l'as pas mal rappelé. Une communauté, alors le périmètre, il est fait d'humains, de non-humains, il est fait à la fois de collègues, d'apprenants, d'acteurs extérieurs, de territoires, du vivant. Il y avait, comment vous avez appelé ça, le contexte, en parlant par exemple de la réglementation. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble d'entités qui constituent ce collectif. Et donc, en disant, mais il ne s'agit pas de coordonner ou de collaborer. Vous avez cité cette idée de collaboration qui était encore empreinte d'un certain dispositif hiérarchique. Et vous avez parlé de coopérer. Et ça, coopérer, ça supposait ce que vous avez appelé comme étant le ciment. Alors, avec des notions d'intimité. Alors, c'est intéressant, c'est-à-dire, il y avait une d'entre vous qui disait, mais finalement, il faut s'intéresser à la personne avec qui on veut coopérer au-delà de sa fiche de poste, en parlant d'un collègue, par exemple. Vous avez parlé de convivialité, ça c'était marqué. Mise en équivalence, alors quelque chose de très important, c'est que finalement, tout à l'heure, Benoît, tu parlais d'un espace où, par exemple, ce qui vient de la recherche, où l'établissement serait en fait une courroie de transmission. Nous, notre propos, c'est plutôt de mise en dialogue et en mise en équivalence entre des savoirs qui viennent, on va dire, de la recherche et de la science, et des savoirs qui sont expérientiels, existentiels, qui viennent des acteurs de terrain. Et la mise en équivalence, parce qu'il n'y a pas la même légitimité, finalement, à travailler. Alors, bien sûr, tout ça conduisant à produire du sens et des valeurs derrière lesquelles, bon, on ne va pas insister ici,
Pour autant, ça ne veut pas dire, et dans une enquête collective, un collectif d'enquête que vous essayez de mettre en place, subsiste un trouble. En fait, ce trouble, il est déplacé. C'est-à-dire qu'il est déplacé de la notion de projet, avec tout ce que Emmanuel a raconté, vers d'autres choses. Alors, il y a la question de l'instabilité. Bon, ça, je passe. Hein. Le fait de dire, mais finalement, là, nous, Emmanuel avait parlé le premier jour de la notion de renoncement. Il y a, en fait, dans ce que vous racontez, c'est de dire, mais embarquer, oui, mais on ne peut pas embarquer tout le monde. Donc, il y a une question de choix qui est assez important. Et puis, alors, oui. Oui, c'est-à-dire que dans le projet, il y avait, par exemple, l'arène instituée. Dans une des propositions en disant, mais finalement, il y a des instances, si le collectif il a besoin d'une arène de débat, hein, de mise en équivalence, il existe déjà des arènes, mais ces arènes, certains d'entre vous disent, bah, finalement, mais je ne sais plus dans quel type de... Alors, je vais dire conseil d'administration, c'est peut-être pas ça que la personne avait cité, mais on va nous convoquer, mais finalement, c'est à la fin, puis généralement, il n'y a plus de temps. Donc, en fait, il faut une instance qui soit véritablement dédiée. Et en fait, cette instance-là, souvent, elle n'est pas là. Et ça, c'est très compliqué. Et donc, il faut qu'elle soit légitime pour, finalement, porter le débat. La temporalité, vous l'avez beaucoup évoqué également, cette temporalité, finalement, c'est-à-dire que ça, ce que disait Benoît tout à l'heure sur le projet s'arrête, mais en fait, la question, ce n'est pas que le projet s'arrête. La question, c'est comment je garantis en fait, le maintien du collectif d'enquête. Que le projet s'arrête, ce n'est pas si grave que ça. Par contre, c'est le collectif d'enquête qui est essentiel. Parce que de toute façon, dans un processus de collectif d'enquête, les objets, les questions, elles vont se déplacer. Alors, j'en viens à l'enquête. Faire enquêter les apprenants. Alors, on a mis quelques verbatims. La mise en enquête doit être le cœur. Parce que planter, c'était au sujet, c'était Claire qui racontait ça, notamment la première journée, mais aussi dans les ateliers. Parce que planter des S, c'est pas suffisant, c'est pas que ça, quoi. L'enquête comme activité ordinaire, le projet suscite des situations d'enquête. Nous, ce qui nous a frappé, c'est que quand on travaille dans le pragmatisme, sur Dewey, sur James, l'enquête était au cœur de l'activité et de nos préoccupations. Et on s'est dit, bon, est-ce que finalement ils connaissent ces notions-là? En fait, on s'est dit, alors peut-être que vous les connaissez déjà, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous les connaissez nécessairement parce que la surprise pour nous la plus évidente, c'est que des communautés d'enquête, en fait, vous en parlez pratiquement tout le temps. Alors, ça ne veut pas dire que c'est facile pour constituer ces communautés, mais quelque part, on voit bien que le processus du projet, il tient à cette dynamique-là. Ça veut dire qu'un chef de projet qui est enseignant, général, enfin, un chef de projet, il est enseignant ou pas, mais il y en a beaucoup, enfin, ce n'est pas le cas forcément des chargés de mission, mais vous posez aussi également la question de la posture. Alors, bien sûr, changement de posture des enseignants et des élèves, ok, d'accord. Il y a aussi le changement de l'EPL, c'est-à-dire l'EPL dans cette position d'une communauté d'enquête élargie avec des acteurs des territoires, des non-humains. Finalement, ça devient une sorte d'espace d'expérimentation qui se présente comme ce qu'on appellerait un tiers-lieu. Et l'expérimentation, elle est dans cette épreuve d'un travail au sein de la communauté. Alors, le problème, c'est que, mais moi, en tant qu'enseignant, je suis porteur de projet. C'est quoi ma légitimité pour aller interpeller ou mes collègues ou les acteurs extérieurs? Est-ce que j'ai le mandat? Le mandat, ce que je disais hier, c'était que le mandat, il est donné, la légitimité, elle s'acquiert. Et ça, c'est pas évident, ça nécessite une temporalité. Et dans ce collectif d'enquête, en fait, il faut faire avec des gens qui n'ont pas les mêmes mandats pour intervenir, par exemple, sur ce qu'on appellerait une action publique, ou qui n'ont pas forcément les mêmes légitimités. Donc il ne s'agit pas simplement d'une légitimité par rapport aux connaissances, au savoir que l'on a, mais c'est aussi par rapport à la position qu'on occupe. Et la posture que vous avez à l'intérieur même de cette communauté, elle est extrêmement compliquée. On voit bien que ça frictionne.
Il y a beaucoup de questions, notamment je pense à un exemple particulier, c'était dans le cadre d'un, je ne sais plus si c'est le PAT ou sur un contrat territorial, je crois que c'est sur le contrat territorial, une chef de projet qui dit mais moi, est-ce que j'ai vraiment toute la légitimité? Est-ce que ça ne serait pas plutôt le directeur qui, lui, a le mandat? Donc, vous voyez, il y a des positions, il va falloir faire avec cette friction. Et il y a toute la question aussi, bon, hier après-midi, ça a donné lieu à pas mal d'éléments, mais sur cette notion de radicalité, vous parlez beaucoup de valeurs, de sens, etc., bah, bien évidemment, il y a forcément et nécessairement des choix, et quand on fait des choix, c'est un arrière-plan politique. Mais il ne faut pas avoir peur de ce mot, politique au sens noble, c'est-à-dire que, et on se pose toujours la question, est-ce que je suis radical? Est-ce que je suis neutre? Mais finalement, en fait, cette question-là, on voit bien qu'elle vous tarabuste. Hein. Et puis, bah, les apprentissages, je vais pas. Alors bon, je vous laisse lire, on vous donnera les éléments. J'arrête là parce que je voudrais bien donner la parole à Mireille, notre amie québécoise. Donc, Mireille Mercier-Roy, je suis chercheuse postdoctorale à Clermont-Ferrand en séjour de recherche, mais évidemment originaire du Québec, de toute évidence. Donc, un élément qui nous a frappé, ou en tout cas qui m'a frappé, qui m'a étonné en arrivant ici, c'est un peu l'implicite de la transformation, c'est-à-dire votre engagement à transformer les systèmes agroécologiques, qui est quelque chose qui n'est pas de la même envergure définitivement au Québec en tout cas. Puis pour moi, ça a été une découverte de voir cet engagement-là à travers les transformations. Ceci étant dit, de toute évidence, c'est aussi générateur de troubles, cette notion-là de transformation, puis cette notion-là de transition qui a été mise beaucoup en discussion. En quoi consiste réellement la transformation? Est-ce qu'on est en train réellement de faire la transformation? Il y a des débats. Entre collègues, il y a des débats avec les apprenants qui n'ont pas nécessairement le même investissement, le même engagement, la même définition de ce que devrait être la transformation, puis dans quelle direction on devrait aller. Il y a des débats qui se produisent avec les professionnels. Bon, c'est des débats de toute évidence là, qui suscitent de la réflexion, qui suscitent de l'engagement. Et donc voilà, on avait parlé également de la violence des transformations, en ce trouble-là qui est associé à la nécessité de faire des transformations, et donc quelque chose qui peut être forcément un peu inconfortable, un peu difficile. Et la façon de répondre qu'on a identifiée à travers les discussions, on l'a qualifié de méliorisme, qui est un terme des pragmatistes, mais qui est un terme finalement qui touche à quelque chose d'assez important, qui est la transformation. C'est pas nécessairement boum, on change d'un état à un autre de façon, on fait un gros effort et ça va tout à coup se transformer de A à Z tout le système. Hein. L'idée du méliorisme, c'est de se dire, on fait des changements, on expérimente des choses, on enquête à travers vos projets, c'est ce que vous faites. Vous créez des apprentissages chez les apprenants, chez vos collaborateurs, chez vous-même, chez vos collègues. On est en train d'améliorer à petits pas les choses, puis de réfléchir sur ce que devrait signifier la transformation, puis de quelle façon on souhaite réorganiser nos mondes communs, parce que c'est ça dont il est question. Puis quand on parle des organisations, c'est d'organiser nos rapports avec les collectifs, mais avec les collectifs multi-espèces, avec tous ces êtres-là qu'on cherche à impliquer de façon différente. Donc, ce méliorisme-là amène ultimement des transformations. Puis je vais conclure avec la dernière slide, qui est une citation de Donna Haraway, qui est une philosophe qui m'inspire beaucoup et qui nous dit un monde commun habitable doit être composé peu à peu ou pas du tout. Hein. C'est la seule façon d'avancer, finalement, c'est de composer peu à peu des nouvelles façons d'organiser nos relations entre nous, nos relations avec les différentes espèces, avec les territoires. Et il y a la métaphore, évidemment, de la courte pointe à droite qui est très inspirante aussi, hein, parce que quand on fait des projets, quand on réalise des changements, on ajoute un petit morceau à la courte pointe, hein, puis ultimement, on est en train de produire un nouveau tissu, un nouvel agencement de nos relations collectives. Merci.
Et merci d'amener cette notion de méliorisme. Peut-être qu'après, il y aura quelques questions là-dessus. On va terminer ce tour des échanges qui ont eu lieu avec Nathalie Flippo. Vous êtes beaucoup questionné sur qu'est-ce que c'était que l'innovation. Emmanuel vous a proposé une grille de lecture en début de séminaire. Moi, je vous en propose une toute simple qui est tirée d'un article « Comment de l'innovation pédagogique a été générée par l'obligation de faire face à l'enseignement de la transition agroécologique » produit par nos collègues des ENA et qui a été publié dans la revue Pour. Alors, sans entrer dans les détails, mais il propose 3 indicateurs. Une nouveauté absolue ou simplement en regard du lieu d'adoption ou des acteurs qui l'adoptent, par exemple. Une composante d'application, c'est-à-dire pas seulement des idées, mais leur application. Et une intention d'amélioration qui distingue les innovations du changer pour changer ou du sabotage délibéré. Donc on a une volonté améliorative, tu l'as dit Mireille. Alors, je vais passer sur l'exemple du maraîchage qui est en second, que Benoît vous a présenté, et un exemple que j'ai entendu au cours de ce séminaire, le jardin du bien-être à destination des élèves de SAPAD, donc c'est une nouveauté. Une composante d'application, il y a eu une création du jardin invitant à la déambulation avec implication des éco-délégués, un chemin sensoriel, et l'intention d'amélioration, c'était améliorer le bien-être des apprenants, leur capacité de concentration, faire en sorte que le vivant non humain contribue au bien-être des humains. Voilà, c'est une petite grille de lecture que je voulais vous montrer. Et puis, je voulais effectivement, à partir de vos mots, qui seront en bleu dans mes diapos, vous faire un petit retour de choses qui m'ont interpellée. Alors bien sûr, ma subjectivité rencontre la vôtre. Ce qui m'a interpellée, c'est au prisme d'où je parle, en tant qu'inspectrice pédagogique, bien sûr. Alors, est-ce que ce que je fais sert à quelque chose? J'ai l'impression de ne pas encore être à ma place. Est-ce que je suis légitime pour porter ce projet, pour enseigner des pratiques agroécologiques? Alors, Patrice a dit que la légitimité, elle s'acquiert. Oui, elle s'acquiert, mais j'ai aussi entendu parler de sentiment d'imposteur. Et là, non, vous n'êtes pas imposteur, dans la mesure où il y a une circulaire de 2005, et Benoît l'a dit. Vous avez en principe une lettre de mission. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous retourner vers la DGR, et Marion est là pour l'entendre. Et puis la loi de 2014, alors là je vais revenir dessus un peu plus en détail tout à l'heure. Je n'arrive pas à tout faire, il me faudrait plus de temps. Alors là je vais employer un concept juridique qui distingue l'obligation de résultat de l'obligation de moyens. L'obligation de résultat, c'est vous amenez votre voiture pour un contrôle technique, mais le contrôle technique il doit être fait quand vous le récupérez. L'obligation de moyens, vous allez chez un médecin parce que vous êtes malade, il a une obligation de moyens, mais pas de résultat parce que voilà, tous les problèmes ne sont pas facilement solubles. Donc vous avez une obligation de moyens et pas de résultat. Vous avez aussi parlé d'organiser le pilotage, qu'on fait la cible qu'on a vue hier après-midi, de lâcher prise aussi, quelquefois on peut pas, voilà. On a tous nos limites. Alors, je reviens rapidement sur la loi de 2014, qui non seulement vous légitime, mais qui fait quand même que l'agroécologie est une politique publique et que tous les fonctionnaires de l'enseignement agricole doivent porter. Donc, vous êtes plus que légitime, et pas que vous, vos collègues aussi. Donc, bon, je ne vais pas entrer dans le détail, mais enseigner à produire autrement pour les transitions et l'agroécologie, ça inscrit dans la loi. Donc, voilà, il n'y a pas plus légitime. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas une affaire de conviction personnelle. C'est une politique publique qu'on a tous apportée, comme l'éducation à la citoyenneté, à la laïcité, la lutte contre le harcèlement, la lutte contre les discriminations, etc., au même titre. Alors, toujours en écho à vos mots, vous avez parlé d'innovation régressive. Alors, on peut aussi parler d'innovation par retrait, puisque le concept, si je ne me trompe pas, est né de Frédéric Goulet et Dominique Vin avec les cultures sans labour. Ça doit vous parler plus qu'à moi, qui ne suis pas du tout agronome. Vous avez aussi parlé d'injonction à innover, d'innovation par contrainte. On s'est demandé si le référentiel comme contrainte ou levier pour innover. Ce que vous avez dit aussi, ce qui est innovant, c'est que les profs d'enseignement général travaillent avec nous. Effectivement, notamment en BTS, où on a beaucoup rénové la place des maths et des teams. Donc, ce qui est une contrainte, ça peut aussi être un levier. Innovation au service de qui? De quoi? Alors moi, je vous invite vraiment à questionner les valeurs, le sens, même l'éthique, parce que vous avez parlé de sens et de valeurs, je n'ai pas trop entendu le mot d'éthique, mais il ne faut pas que ce soit un tabou. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent être débattues collectivement.
Vous avez aussi questionné la place des apprenants, hein. Agents diffuseurs, on a entendu, acteurs, voire auteurs. Ça me plaît bien, le voire auteur, je vous dirai pourquoi. Alors, je ne vais pas revenir sur l'enquête, Patrice est revenu dessus, les QSV, on a également l'éducation future, je reviendrai dessus plus tard. On a la formation du citoyen, bien sûr, hein. Et puis je vous invite à aller voir du côté de la pédagogie institutionnelle, justement, sur la formation du citoyen, la démocratie à l'école, etc. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent être mobilisées en lien avec vos projets et la place des apprenants. Donc, vous avez quelques éléments biblio et indications dans le document d'accompagnement du MG4, un bac pro, parce qu'on a recommandé la pédagogie institutionnelle. Je dis bien recommandé, puisque les documents d'accompagnement ne sont pas prescriptifs. Et j'ai transmis à Christian quelques ressources aussi qu'il pourra mettre à votre disposition si besoin. Et puis pourquoi voir auteur me plaît bien? Parce que ça me renvoie à Myriam Revaud-Dallon, hein, qui considère que l'autorité, enfin qui questionne l'autorité au sens de autoriser à. Autoriser à faire, c'est valable pour vous, c'est valable pour les apprenants. Hein. Qu'est-ce qu'on autorise à faire? Alors, sur la posture des enseignants, je reviens au triangle de Housset. Hein. Attention, bien sûr, votre posture change. Vous êtes des accompagnateurs, vous accompagnez des enquêtes, etc. Mais vous n'êtes pas non plus des animateurs. Voilà, il y a un savoir à transmettre, vous êtes les garants du savoir à transmettre. N'oubliez pas que vous êtes garants des apprentissages des enseignants, hein, des élèves. Alors, vous avez aussi les postures d'engagement de Kelly. Hein. Vous avez des éléments dans le document d'accompagnement sur les transitions, je reviendrai dessus, qui peuvent vous aider aussi à questionner votre posture par rapport au devoir de neutralité du fonctionnaire, hein, versus militantisme. Hein. Mais voilà, est-ce que je dois être dans une neutralité absolue ou pas? Kelly nous invite à nous questionner là-dessus. Alors, le savoir, je l'ai mis en filigrane, parce que je ne l'ai pas beaucoup entendu. Alors, je suppose que c'est tellement évident que c'est implicite. Hein. Mais bon, néanmoins, je vous invite à vous poser 2 questions, parmi plein d'autres. Hein. Mais quelle pépite de savoir? Ça, c'est la magnifique expression de Jean-Pierre Astolfi, qui est un de mes maîtres à penser. Hein. Les pépites de savoir, c'est ce qui est au cœur de votre séance, ou au cœur de la séquence. Qu'est-ce qui est fondamental? Pensez que les élèves, ils ne hiérarchisent pas l'information, ils prennent tout d'un seul tenant. C'est à vous à les amener à hiérarchiser en fin de séance ou en fin de séquence qu'est-ce qui est vraiment important en termes de concepts. Hein. Et bien sûr, je vous invite à institutionnaliser les savoirs, mais également les démarches. Hein, puisque, je vous ai dit en introduction, l'apprentissage, c'est surtout l'apprentissage à penser, et donc il y a des démarches qu'il faut institutionnaliser tout autant que les savoirs. Comment on fait avec les co-anxiétés des apprenants? Vous avez parlé hier de violence des transitions. Hein. Alors, ça ne sera pas exhaustif hein, comme réponse, bien sûr, hein, mais je vous renvoie au document accompagné au développement des compétences psychosociales, puisque développer les compétences psychosociales, ce n'est pas faire un cours isolé sur les compétences psychosociales, c'est les mobiliser dans votre enseignement. Et c'est le sens de ce document d'accompagnement auquel je vous renvoie, et je mettrai bien sûr le diaporama à vos dispositions. Et puis, je vous invite aussi à aller regarder ce que propose Nicolas Hervé de l'ANSFIA sur l'éducation au futur. L'éducation future, c'est très très intéressant parce que une des méthodes, c'est la méthode des scénarios, dans laquelle on amène les apprenants à construire, à imaginer le scénario qu'on ne souhaite pas, c'est le scénario catastrophe, le scénario idéal qui ne se produira pas, le scénario à peu près réaliste et vers lequel on voudra aller, mais pour lequel il faut se mobiliser. Donc on les met en action, on développe leur pouvoir d'agir et leur sentiment de capacité, si vous voulez. Hein. Donc ça, c'est important et c'est assez intéressant pour réduire les co-anxiétés. Comment on fait avec les collègues qui ne veulent pas changer, qui ont peur? Bon, Patrice en a un petit peu parlé aussi. Première chose, c'est faire une lecture croisée du référentiel, hein, ce qui n'est pas systématique. Des échanges de pratiques. Alors ici, c'était l'occasion d'en faire. Il y a même une séance dédiée, un atelier dédié hier. Mais voilà, procéder à des échanges de pratiques dans vos établissements. Invitez les collègues dans votre classe. S'ils ont peur de changer leur pratique, viens voir comment je fais. Voilà, ouvrez les portes de vos classes. Vous avez le Conseil de l'éducation et de la formation, qui est normalement un lieu d'échange aussi sur vos pratiques pédagogiques et vos projets pédagogiques. Et puis, alors, Tony Demorand a cité Yves Clos, je vais le citer également. Donc, éditeur et l'inspection ont les mêmes sources, mais je vais citer autre chose, enfin, sur un autre aspect. Yves Clos nous dit que les conflits de travail qui ne sont pas débattus deviennent des conflits de personnes. Donc, je vous invite à débattre des conflits de travail dans un cadre sécure, bienveillant, où on respecte la parole de l'autre, où on respecte ses émotions et son point de vue. Ça évite que ça devienne des conflits de personnes.
Et puis, je vais citer Christian Pelletier, ici présent, qui aime bien parler de ménagement. Et vous avez parlé de progressivité, de temps de pause. Hein. Ben oui, de temps en temps, il faut faire des pauses. Si on n'arrive pas à embarquer tout le monde, il faut l'accepter aussi. Hein. Je reviens au lâcher-prise qu'on a évoqué tout à l'heure. Et puis, une petite citation de Daniel Fabre, qui est déjà ancienne. Hein. Tout apprentissage peut se ramener à une résolution de problèmes nécessitant une incontournable déstabilisation cognitive et affective. La motivation d'innovation et la motivation naturelle de l'apprentissage, mais la prise de risque, la possibilité de faire des erreurs, demandent que le dispositif soit sécurisant. Donc, il me semble que ce qui est écrit là pour les apprenants est transposable à nous tous, hein, en période de changement. Quelques ressources à mobiliser en équipe. Donc, ce fameux document formé aux transitions que vous trouverez sur Chlorophylle, vous avez le lien qui est là, qui est un document où l'inspection propose des méthodes pédagogiques à mobiliser pour enseigner les transitions, mais aussi des illustrations avec des exemples qui sont tirés de vos pratiques. On en a tiré un premier webinaire, il y en aura d'autres, sur la valorisation des périodes de formation en entreprise pour former aux transitions. C'est Nathalie Lictevoud de Tours qui a accepté de témoigner. C'est très, très intéressant, c'est très inspirant ce qu'elle fait avec les apprentis et les maîtres d'apprentissage. C'est 40 minutes, hein, je vous invite à le regarder. Et puis l'inspection a produit une lettre de l'IEA sur les transitions. En octobre 2023, vous avez le lien là aussi. Et en guise de conclusion, ça a été évoqué, la part subjective, etc., de l'intimité. Donc, en période de transition, dans les changements que l'on vit, vous avez parlé d'instaurer une intimité collective. Et moi, je vais citer Solveig Fernagu, qui, dans un colloque tout récent, a proposé de cultiver les amitiés professionnelles. Donc, il me semble que ce colloque a été une belle occasion de cultiver les amitiés professionnelles, et je vous invite à les cultiver dans vos établissements. Voilà. Merci, Nathalie. Question ? C'est plutôt un ressenti, et je voulais m'appuyer sur l'image tubulaire de Tony. Je pourrais appeler ça le ressenti d'un agent dans le tube. J'ai la sensation parfois d'être dans ce tube et je me pose la question de l'innovation du tube. Est-ce que parfois on change la couleur du tube, on agrandit, on rétrécit le tube? Je pense aussi qu'on oublie qu'en haut du tube, il y a un entonnoir où on y met plein de choses, que ça crée des bouchons. Tout à l'heure, vous avez dit, je ne sais plus sur quelle information, sur les exploitations agricoles, que l'information n'était pas descendue. Donc clairement, il y a un bouchon dans le tube. Quand on est référent EPA ou chargé de projet, parfois on a envie de sortir du tube. Donc on sort la chignole, on creuse un peu le tube, peut-être qu'on fragilise le tube. Et je me dis, ça fait 2 jours qu'on est là, on a parlé d'Olivier Amand et de Baptiste Morisot, donc l'éducation aux sensibles. Je me dis, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, plutôt qu'un tube aujourd'hui, s'inspirer du vivant, donc peut-être réfléchir plutôt à s'inspirer d'un système racinaire ou de la rivière. Là, je vous conseille la lecture du dernier ouvrage de Baptiste Morisot, justement, avec de très belles infographies sur ce qu'est une rivière. Donc voilà, c'est cette question-là que je me pose, c'est est-ce qu'on peut aujourd'hui, est-ce que c'est le moment d'inventer, plutôt qu'un tube, autre chose? Alors, oui, Pauline. C'était juste une remarque pour dire que j'étais super contente de voir cultiver les amitiés professionnelles, parce que c'est ce que je ressens vraiment et ce que je vis en allant rencontrer des gens sur le territoire, et on se trouve sympa mutuellement, on a envie de faire des trucs ensemble, et du coup ils viennent aux réunions, et en fait c'est juste ça qui fait que ça se passe bien. Et les gens pas sympas, ils viennent pas, puis c'est tout. Et voilà. Mais je veux dire, c'est pas quelque chose, avant que vous le disiez, que je considérais comme normal. Pour moi, une relation professionnelle, c'est froid, c'est métallique un peu. Il n'y a pas d'affect, en fait. Et pourtant, moi, mon moyen de faire venir les gens, c'est de faire amitié avec eux, quoi. Et voilà, donc je suis contente de voir ça. Merci. Avec plaisir. Juste en complément, parce que je n'avais pas voulu être trop long tout à l'heure, mais je vais l'évoquer maintenant. Il y a un chercheur dont j'ai oublié le nom pour le coup, qui a travaillé sur les espaces interstitiels dans les organisations, donc dans nos établissements, c'est-à-dire en fait le temps que vous passez à la machine à café, devant la photocopieuse, à la restauration collective, etc. Et il dit que cultiver ces espaces interstitiels, même si c'est pour bavarder,
Bon, du moment qu'on ne dit pas du mal des autres, mais même si c'est pour bavarder, ça veut dire qu'on reconnaît l'autre. Tu l'as évoqué, je ne sais plus quel terme tu as utilisé tout à l'heure, hein, essayer d'aller comprendre l'autre, d'aller sur son terrain, etc. Mais au moins, ce n'est pas un inconnu. Et du coup, quand il y a un conflit, ben, ça ne prend pas la même ampleur que quand on ne se connaît pas. Hein. Donc, c'est des choses qui peuvent donner l'impression que ça n'a aucune utilité, qu'on perd du temps, mais quand même, il y a une interconnaissance qui se fait et on va peut-être un peu moins vite monter dans les tours pour parler familièrement. Oui, je voulais revenir sur le concept d'enquête, la démarche d'enquête. J'en entends parler depuis le début, donc j'ai l'impression que c'est très très important, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais en fait, pour moi, c'est un peu confus. Donc moi, j'ai une formation de sociologie à la base. Donc, est-ce que vous entendez par là cette nécessité d'enquête permanente, d'enquête associée à un diagnostic au départ du projet, d'enquête à des étapes, ou est-ce que cette notion d'enquête qui apparemment va de soi, mais qui pour moi n'est pas très claire, c'est tout à fait autre chose dans votre esprit? Voilà, merci. Alors déjà, je ne vais pas prétendre à répondre de manière exhaustive à tout ce que peut vouloir dire l'enquête. Moi, je vais dire simplement d'où je parle lorsque j'utilise en fait ce mot-là. L'enquête, déjà, c'est pas forcément l'enquête des chercheurs. Hein, ça, c'est très très important. Là, le sens et la racine de l'enquête, on trouve ça dans le pragmatisme, dans la philosophie pragmatiste américaine. Je vais la résumer. Je l'avais résumée hier soir dans un échange. Et en gros, c'est des philosophes qui se disent, bon, on est dans les années 30, c'est un petit peu compliqué. Hein, il y a une crise économique, sociale et même écologique qui est liée à plein de choses, notamment au monde industriel. Et là, les philosophes, ils se disent, John Dewey en particulier, comment on peut parler de ça? Que font les gens lorsqu'ils sont confrontés à des troubles, à des choses qui les affectent, ce que Dewey appelle des situations indéterminées, c'est-à-dire des situations où mes habitudes, mes routines, mes manières de penser n'opèrent plus, ne répondent plus. Donc il y a vraiment une situation à déterminer au départ et qui est en fait ordinaire. L'innovation ordinaire a été évoquée tout à l'heure. Là, je dirais c'est l'enquête ordinaire. C'est ce que font les gens concernés par ce qui leur arrive. Moi, j'ai abordé par exemple l'exemple des stations de ski le premier jour. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne m'attendent pas pour enquêter. Les gens, ils réfléchissent, etc. Et là, ce n'est pas une affaire de méthode. C'est-à-dire que c'est pas vous pouvez utiliser plein de méthodologies différentes, ce n'est pas la question. Je pense que c'est la situation, la transaction d'un collectif qui est affecté dans ses conditions d'existence. C'est-à-dire que c'est souvent des moments où ça ne va pas. Hein, c'est pour ça qu'on enquête. Donc après, je ne vais pas déployer tout ça, mais ce que je voulais dire, voilà, et puis c'est aussi mettre à l'épreuve, hein, c'est aller tester des choses, expérimenter. L'enquête, elle est associée à une démarche qui est plutôt expérimentale. Et John Dewey disait que c'était le schème commun entre la science, la recherche, et le sens commun, c'est-à-dire ce qu'on fait tous finalement au quotidien. Voilà. En sociologie, alors si tu as fait de la sociologie, tu sais qu'il y a des courants épistémologiques très différents, en particulier celui d'une sociologie pragmatiste qui se rapproche énormément de l'ethnographie et de l'anthropologie. Et en fait, ce que décrit tout à fait très bien Emmanuel, c'est et nous, quand on enquête, en fait, on fait une enquête sur vos enquêtes. Voilà. Et cette enquête, elle consiste à regarder comment vous êtes affecté par le trouble et quels sont les éléments, comment vous tentez d'y répondre, comment vous déplacez le trouble, et en tentant de rendre compte de la manière dont votre expérience, on regarde le monde à travers vos yeux. Et on va prendre tout au sérieux. Et donc ça, c'est l'enquête sur l'enquête. C'est ce que font les activités de recherche dans le champ du pragmatisme. Et ce n'est pas des enquêtes au sens d'une sociologie, je dirais, plus codifiée, quoi. Voilà. Juste un petit complément de mon regard de pédagogue pour le coup. Hein. Amener les apprenants à enquêter, c'est pas construire des questionnaires et aller soumettre des questionnaires, ça peut en faire partie, hein, mais ça ne se réduit pas à ça. C'est vraiment les amener à raisonner, à construire des problèmes, hein, à problématiser, à se questionner, à chercher des alternatives, à construire des outils de la pensée en fait. Hein, c'est ça. Hein, et à les mobiliser bien sûr. Je ne l'ai pas développé, mais j'ai à un moment donné illustré avec le losange la problématisation qui a été développée par Fabre. Voilà, c'est ça aussi, la démarche d'enquête. C'est pour éviter la dimension problème-solution, c'est aussi faire cette démarche de c'est quoi les données du problème, c'est quoi les conditions du problème,
et élargir un peu le champ de la réflexion pour amener des réponses, des voies de réponse. Moi, j'avais une question. Donc, je ne connaissais pas la notion d'organocène. Donc, je trouvais ça très intéressant. Donc, si j'ai bien compris, pour que les transitions aboutissent vraiment, ça nécessite un changement d'organisation. Et est-ce que ce changement d'organisation, il peut se faire en patchwork, là, la méthode du patchwork, c'est-à-dire petit à petit, ou pas ? Oui, de toute façon, j'étais assez en accord avec ce que vous avez présenté à la fin. Quelle que soit la difficulté des ruptures qu'il faut faire, il faut prendre en compte la consolidation de ces systèmes-là. Et ça peut pas, on ne peut pas y aller de manière excessivement radicale. De toute façon, ça ne fonctionnera pas. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Sinon, ça ne fonctionne pas. C'est un peu le propos de la philosophe que vous nous présentiez, quoi. Donc, c'est de toute façon pas à pas. Néanmoins, la prise de conscience de ces difficultés-là, de ces conditions-là, je crois, peuvent faire aussi avancer et évoluer les systèmes. Vous n'êtes pas seul dans ce système. Vous n'êtes pas les seuls acteurs de ce système-là. Et ce qui est intéressant, c'est d'inviter justement l'ensemble des parties prenantes de l'organisation à avoir cette dimension-là. Est-ce que j'aimerais rebondir un petit peu à la fois sur la question et puis aussi sur l'exposé donc des travaux d'Aurélien Aquet qu'on connaît très très bien. Hein, c'est un collègue à Paris. Il y a eu un numéro spécial, si ça vous intéresse, dans la Revue française de gestion. Et dans cette préface, dans laquelle on a publié avec cher ami et collègue Diego Landivard. Et moi, je l'aime bien, cette notion d'organocène, mais j'aimerais essayer de faire un petit pas de côté par rapport à ça. C'est que, c'est un peu il y a un scène toujours de quelque chose, etc. Et ils apportent ça, et je pense qu'effectivement, c'est important en termes de grille de lecture du monde, en fait, ce que j'appelle le monde organisé. C'est-à-dire qu'en fait, un monde qui serait tissé d'organisations. Il n'y a que des organisations dans ce monde-là. L'organisation est au centre du monde, ce que j'appelle l'orgocentrisme. Et je me dis, il y a peut-être une réflexion aussi à avoir sur ce qu'on appelle, nous on a proposé, ou on appelle ça les organisations citadelles, c'est-à-dire des organisations qu'il faut absolument défendre, protéger. Et je vous jure que 99,9% de l'enseignement dans une école de management consiste à défendre les organisations, à les maintenir coûte que coûte. Et je dirais même quoi qu'il en coûte. Petite ref, comme ça. Donc du coup, ce que je veux dire par là, il y a peut-être une manière qu'on prend en considération les manifestations de l'Anthropocène. Il n'y a pas que de l'organisation, on est d'accord. Je veux dire, les limites planétaires, c'est pas que de l'organisation, etc. Et je pense que ces manifestations-là nous amènent peut-être à voir autrement des organisations que nous, on va appeler avec Diego des organisations sentinelles. C'est-à-dire elles vont se laisser affecter en fait par d'autres choses. Elles vont être reconfigurées. Il va falloir apprendre aussi à concevoir d'autres outils de gestion, une autre manière et peut-être un autre prisme d'un monde qui n'est pas uniquement centré sur l'organisation, mais sur un tas. On parlait tu parles souvent de multi-spécifiques, de liens entre l'organisation avec des entités multispécifiques. Voilà, des êtres qui sont plus qu'humains. Moi, je dirais même qui sont plus qu'organisés aussi. Parce que moi, je ne sais pas si... J'avais un exemple, c'était sur les corbeaux. Il y a une start-up qui a été créée dans une école de management que je ne vais pas citer, et qui était basée sur... peut-on, le pitch, en gros, du truc, c'est comment peut-on former les corbeaux à la RSE, à la responsabilité sociale des autres, pour qu'ils aillent ramasser, on va dire, des mégots et montrer un peu aux humains comment on fait de la gestion des déchets. Et pour ça, ils ont inventé quelque chose d'absolument disruptif et d'innovant, qui est le principe de la récompense avec une croquette. C'est fantastique. Je ne sais pas si c'est le futur, ça, par exemple. Je ne sais pas si aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un petit peu, et c'est une vraie start-up qui fonctionne, ils ont mis en place un dispositif. Donc les non-humains sont au service des humains, en gros. Voilà, et je ne suis pas sûr que... Voilà, et je pense qu'il y a ce centrisme, je ne veux pas parler trop, mais voilà, donc que moi je questionne pour essayer de penser un petit peu autrement les choses. Quoi. Une dernière question. Moi, c'est une attente un peu globale par rapport à tout ce qui a été échangé, même depuis le début de cette journée-là. C'est le levier mis en vitrine de ce que sont les réalités quotidiennes des actions qui sont conduites dans les EPL par rapport à ce flux d'informations là auquel on soumet un peu
membres de notre société, et j'ai l'impression qu'on est face à un déficit là, de mise en vitrine de ce que sont les réalités de l'enseignement agricole, parce que je mets ça en face de l'attractivité pour remplir nos écoles d'apprenants. Et je me dis, il y a des chargés de communication qui sont dans nos établissements. Il y a tout un réseau tissé là, dans nos régions là, au niveau de la presse professionnelle. Et mon interrogation, c'est est-ce qu'ils sont suffisamment interpellés? Est-ce qu'ils existent dans les réseaux de proximité, donc des partenaires des écoles de formation? Est-ce que ce ne serait pas un levier qu'on aurait un peu, pas mis de côté, mais un peu négligé pour exister encore davantage et pouvoir notamment s'appuyer sur l'accompagnement de tout cet environnement, des acteurs, des citoyens, du territoire dans lequel sont positionnés nos EPL. Voilà, une question, c'est où en est-on et quelle perspective on peut imaginer là, sur le fait d'exister encore davantage et de faire savoir ce que sont les réalités dans nos EPL. La question que tu poses, Régis, on s'est un peu posé là dans la colonne de gauche sur le trouble. C'était une sorte de préoccupation de remplir les établissements. Et en fait, c'est aussi un trouble ça pour les personnes qui sont ici, enfin en tout cas pour certaines d'entre elles, en disant mais il ne s'agit pas de remplir les établissements, il s'agit de, alors je ne sais plus comment on l'avait requalifié, mais c'était de remplir des classes avec des élèves acteurs, quoi. Et c'était pas cette question. Ça, c'est une question qui est une préoccupation depuis les institutions. Depuis, alors moi je dis pas qu'elle n'est pas légitime, hein, mais et puis je suis pas certain que la force de la communication soit aussi forte que c'est un peu marketing et management, ça. J'y crois pas tellement, quoi. Voilà. On parle d'animation de territoire. Donc du coup, effectivement, des actions qui sont menées, qui doivent aussi servir à un territoire. Les actions, souvent, sont menées... Alors, que les choses soient claires, beaucoup d'actions, pour moi, partent aussi du territoire. On est assez d'accord là-dessus. Évidemment, alors, quand je parlais du lien avec le supérieur, c'est important, et la recherche, mais au départ, les problématiques partent de problématiques de territoire. Et donc, si effectivement, ça reste confidentiel au niveau de l'établissement, ça pose un problème, parce que là, du coup, l'établissement ne joue pas son rôle d'animation du territoire. Donc, il est important qu'il y ait une diffusion. Alors après, comment gérer? Alors il y a peut-être des actions à mener au niveau national, et je pense que la DGR en est consciente, mais au niveau local, je crois que dans le projet, cet aspect des choses ne doit pas être négligé. C'est la suite, comme j'expliquais, la suite qu'on donne à un projet, elle est essentielle, mais aussi la manière dont on va essaimer aussi. Hein, c'est un des axes de PA2 d'ailleurs, hein, l'essaimage aussi. Donc là, je pense que dans les projets, il faut que ce soit réfléchi, il faut que ce soit pensé. Et voilà, enfin bon, il n'y a pas de solution miracle, hein, il n'y a pas de recette, je pense. Mais c'est un élément, je suis d'accord avec toi, que je partage, qui est essentiel, quoi. Essentiel. Il y a quelques années, on a fait un travail sur la communication responsable. C'est toujours disponible sur le site ADT. Je ne sais pas si c'est sur Chlorophylle. Il y a un badge, un badge numérique et une charte. Et je pense que retourner sur les 4 points, et c'est un travail qui a été fait avec les porteurs de projets, hein, retourner sur ces 4 points, et je pense que ça va être un élément de réponse à la question de Régis. Alors sans doute, c'est important ce que tu viens de dire, évidemment, il faut s'y référer. Mais je reviens aussi sur un autre sujet, c'est que la communication, c'est une question de stratégie de communication aussi qu'il faut élaborer dans un établissement. Ça, c'est important. Une vraie stratégie de communication, et c'est différent d'une communication. C'est pas pareil, voilà. Eh bien, ça sera le mot de la fin de cette séquence. Merci mesdames, merci messieurs.